Bonsoir à tous. Alors, on coupe les micros, c'est pas pour vous couper le sifflet, d'accord? C'est juste pour faciliter les échanges, la discussion et ce que vous allez pouvoir entendre pour éviter les bruits de fond. Donc voilà. Ce soir, nous allons parler de santé cardiaque. On va parler aussi de cardiopathie. Pour ce faire, on a donc Julien qui va nous accompagner sur les compléments. On a Catherine Soulier, naturopathe et docteur en pharmacie qui va nous accompagner sur la partie alimentation. Moi-même, je vais vous donner quelques éléments sur les chiffres et je vais faire un peu le maître de cérémonie, le chef d'orchestre. Et puis, on a l'honneur ce soir de recevoir le docteur Nzoué qui va nous donner pas mal d'éléments effectivement sur les problématiques cardiaques. Donc, profitons de sa présence et, euh, et de tous ses apports. Voilà. Alors, bonsoir à tous, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit juste avant, mais je me répète peut-être, c'est pas grave. Allez, on lance la première slide. On va parler des chiffres. On attaque tout de suite avec les bonnes nouvelles, on va dire. Les chiffres de la cardiopathie. Donc, déjà, définissons ce que c'est qu'une cardiopathie. Une cardiopathie, donc, c'est un peu une problématique cardiaque, d'accord, qui survient donc au niveau du cœur ou au niveau des vaisseaux, d'accord, lorsqu'ils sont endommagés ou affectés par ce qu'on appelle des facteurs externes ou internes. Alors, pour simplifier un peu cette définition, hein, on peut parler de problématiques d'athérosclérose, on peut parler de caillots de sang, par exemple, qui vont entraîner des AVC et ce genre de choses. Ça peut être lié à plusieurs paramètres, mais ces paramètres, on va laisser le docteur Enzoué nous en parler tout à l'heure. Alors, les problèmes cardiaques, pour donner quelques chiffres, c'est presque 18 millions de décès dans le monde par an. Donc, c'est quand même énorme. 32% de la mortalité mondiale, donc un tiers, une personne sur trois hein, qui décède aujourd'hui, c'est à cause une problématique cardiaque. 85% des décès sont dus à des crises cardiaques, on dit des infarctus ou des AVC, accidents vasculaires cérébraux, donc des petits caillots de sang, qui vont se loger, qui vont obstruer les vaisseaux sanguins. C'est la première cause de mortalité donc chez la femme et c'est la deuxième cause de mortalité en France après le cancer. Donc ça vous donne un peu l'importance du sujet et sans faire de politique aujourd'hui, parce que ce n'est pas le but. On entend beaucoup parler de prévention routière pour quelques centaines de décès, c'est très bien, mais on oublie un petit peu de parler beaucoup plus de ces problématiques cardiaques et surtout de pourquoi et comment elles surviennent. Et aujourd'hui, on sait que l'alimentation est un vrai fardeau pour notre système sanguin. Et donc, il est important de jouer dessus. Ça, c'est du ressort du politique après d'agir sur les TVA qui les mettre un peu à droite à gauche et augmenter à sa guise. Mais je laisse ce sujet entre parenthèses pour ceux qui voudront s'en saisir dans les hautes sphères. Voilà. Pour la slide suivante, hein, tout de suite, on laisse la parole à notre docteur. Merci pour ta présence et puis on te laisse nous parler des causes et des problèmes cardiaques. Merci beaucoup, Curie. Une fois encore, bonsoir à tous. Et comme Curie vient de le dire, les chiffres sont là, les chiffres sont clairs. En Côte d'Ivoire, les maladies, les problèmes cardiaques touchent environ 40% de la population adulte. Ça, ce sont les chiffres récents. Quand on sait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays sous-développé et qui a la grande partie de sa population jeune, sur 35 millions, prenons 30 millions, on va avoir près de 20 millions dans la tranche au-dessus de 18 ans. Donc, cette population-là, parmi cette population de 20 millions, nous avons près de 40% de cette population qui est sujette à des maladies cardiovasculaires. Les problèmes de tension, les problèmes de maladie de cœur, c'est un problème sérieux. J'ai la chance de travailler dans un centre
de réadaptation fonctionnelle. Sur 10 patients qui rentrent dans ce centre, nous avons 6 qui viennent pour séquelles de AVC. Donc, la maladie est passée par là, les dégâts sont là et nous allons prendre en charge ces dégâts. C'est dit que c'est des facteurs tellement invalidants, c'est une maladie tellement invalidante qu'il faut prendre en charge très tôt. On va parler des facteurs de risque. Oui, en première ligne, Julien a eu euh, bon, l'œil creux en mettant la mauvaise alimentation. C'est ça. Tout notre problème cardiovasculaire se trouve dans notre assiette. Pour ceux qui ont eu la chance de passer dans un pays comme la Côte d'Ivoire, notre alimentation est à base de gras, trop salé et quoi encore? Trop sucré. Le gras, le sucre, le sel. Voilà la base de notre alimentation. Quand vous allez venir ici, quand on parle par exemple de la loco, du foutou et autres, ce sont des mets très gras. Le manque d'activité physique, la sédentarité. Oui, avec la modernité, on devient tous sédentaires. Tous les petits trajets qu'on faisait à pied aujourd'hui, on les fait en voiture. On évite de marcher 3 kilomètres, on fait la course en voiture. Et donc, on bouge très peu, on marche très peu, on vit dans un stress permanent. Là, nous, on a vécu ce stress en 2010. Et là, actuellement, nous sommes encore dans l'attente, c'est-à-dire chaque période électorale, la maladie prend de l'ampleur. Qu'est-ce que demain nous réserve? Donc, nous sommes dans un stress permanent. En Europe, le stress est permanent sur les lieux de travail. Le stress au travail est très élevé. Et ce stress-là n'est pas fait pour nous aider parce qu'on ne va pas rentrer dans les thèmes scientifiques, mais à chaque fois que nous sommes stressés, le corps va libérer des hormones et ces hormones-là viendront modifier le fonctionnement normal du corps. Et il y a un système qui est très bien connu, le système rénine-angiotensine. Hein, le rein et les surrénales vont sécréter des hormones qui vont donc venir augmenter la pression artérielle. Tout ça simplement sous le fait du stress dans lequel nous baignons chaque jour. À côté de cela, il y a le tabagisme. Que ce soit actif ou que ce soit passif, ça va avoir une influence très négative sur notre mode de vie. Bon, le dernier point, c'est juste la conséquence de la sédentarité et de la malbouffe, l'obésité. Normalement, le corps, c'est un bilan. Entrée doit être égale à dépense. Je mange parce que je dois effectuer des travaux. Donc, je mange, je prends de l'énergie et je vais évacuer cette énergie-là en travaillant. Mais lorsque je mange et que je reste à ne rien faire, le corps, ce n'est pas le réservoir de la voiture. Cette nourriture que le corps a absorbée sera transformée en sucre et ce sucre sera mis en réserve, comme on l'a vu mercredi passé, sous l'action de l'insuline, sous forme de réserve au niveau de gras. Et nous allons donc grossir. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des facteurs liés à l'âge. Souvent, moi, je dis très souvent aux patients, ne vous fiez pas à ce que vous dit le cardiologue. Le cardiologue va vous dire, si vous avez une tension à 14,9 par exemple, le cardiologue vous dira, c'est normal. Et que vous avez 60 ans, le cardiologue va vous dire, c'est normal. Lorsqu'on vieillit, la tension artérielle vieillit, augmente. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La tension artérielle est une constante. De même que la température est une constante,
la tension artérielle est une constante. Normalement, la tension artérielle ne doit pas augmenter avec l'âge. Si la tension artérielle augmente avec l'âge, il y a un souci. Et donc, c'est de cela que nous sommes en train de parler. Il y a des antécédents familiaux. Oui, malheureusement, lorsqu'on est d'une famille où un des parents ou les deux parents sont hypertendus, on a 80% de chances déjà d'être hypertendu. Maintenant, ce que nous ne savons pas, c'est à quel âge va survenir cette hypertension qui va engendrer les conséquences. Tout ce que nous savons, c'est que à coup sûr, à 80%, la personne sera hypertendue. Le tout, ça va dépendre de son mode de vie. Si vous êtes parmi les points cités ci-dessus, vous serez rapidement, avant la trentaine, vous serez hypertendu. Vous allez avoir des problèmes de cœur. Le sexe, oui, Curie l'a dit, les femmes sont plus atteintes que les hommes. Pour le moment, on ne sait pas le pourquoi, mais généralement, moi, je lis ça un peu aux hormones. Parce que ici, dans les pays sous-développés, le suivi de la grossesse, effectivement, nous avons pratiquement les mêmes chiffres, hein. Les femmes viennent en premier lieu parce qu'au cours de la grossesse, il y a ce qu'on appelle les pré-éclampsies, les éclampsies. Donc, la tension artérielle qui va augmenter dans le dernier trimestre de la grossesse. C'est un peu comme dans le cas du diabète. Sur la grossesse, on a donc des diabètes qui surviennent pendant la grossesse. C'est pareil pour l'hypertension. Et à côté, bon, l'hypercholestérolémie qui découle de tout ce que nous avons vu tout haut. Slide. OK. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont d'abord au plan vasculaire, ce que nous allons voir. Généralement, on se dit, bon, le cœur, c'est le cœur qui a le sang et c'est le cœur qui est la machine qui distribue le sang. Mais ce que le commun de mortels ne sait pas, c'est que le cœur lui-même, il a sa vascularisation propre. C'est vrai, il diffuse le sang dans le corps, mais il ne s'oublie pas lui-même. Lui aussi, il se donne du sang. Donc, le cœur a des artères, le cœur a des veines. Et donc, le cœur peut souffrir des conséquences de l'hypertension. Et l'autre organe qui va être affecté, c'est le cerveau. Le cerveau peut subir deux sortes de conséquences. L'AVC hémorragique et l'AVC ischémique. Hémorragique parce que les calibres, le vaisseau va donc s'éclater et il y aura un saignement dans le cerveau. Et ce saignement-là va entraîner une compression et on va avoir une paralysie d'une moitié du corps. Ou bien, simplement, un caillot. Je ne sais pas si vous avez tous suivi le premier slide. Il y a des vaisseaux. Il se trouve que de la graisse va s'encrasser dans les vaisseaux sanguins et cette graisse-là peut donc se décoller de la paroi artérielle et circuler dans la grande circulation et aller se coincer dans une artériole, c'est-à-dire une artère de petit calibre au niveau du cerveau, créant donc un manque d'irrigation en aval du cerveau. Voilà, voilà cette image-là que vous voyez. Si vous voyez bien totalement à droite, l'artère est carrément obstruée. Par quoi? Par ce qu'on appelle dans notre jargon des plaques d'athérome. Ce sont des plaques de graisse avec des cellules mortes qui vont donc s'entasser dans le vaisseau et diminuer le calibre du vaisseau. Ce qui fait que le cœur doit travailler beaucoup plus pour pouvoir évacuer le sang.
Et par moment, il va avoir des petites coagulations, des micro thrombus, de micro-caillots de sang dans la circulation. Parce que pour ceux qui ont l'habitude d'aller au bord des fleuves, si vous arrivez, il y a des endroits où le fleuve ne coule pas parfaitement, mais c'est comme s'il tournait en rond. Il tournait en rond et le fait que le sang tourne en rond dans une artère qui est coincée par des plaques d'athérome, le sang va donc se prendre en masse, se coaguler. Et ce sont ces petits caillots-là qui vont atteindre le cerveau, aller boucher et créer ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral ischémique. À côté, le poumon peut être atteint. Ces micro-caillots de sang peuvent aussi se coincer dans la circulation pulmonaire. On va avoir donc un problème au niveau du poumon qui entraîne vraiment une mort certaine. Ces problèmes au niveau des vaisseaux, au niveau du cœur, ce sont des problèmes importants. Euh, Angine de poitrine, bon, on peut, mettons en termes simples, les crises cardiaques. Hein, les crises cardiaques. On a cité l'insuffisance cardiaque. Effectivement, ces plaques d'athérome que vous voyez vont créer ce qu'on appelle des résistances en périphérie, puisque ces artères-là peuvent être au niveau du cœur ou bien être dans la grande circulation. Et au niveau de la grande circulation, il y aura donc une, un rétrécissement du calibre des artères. Donc, le cœur doit travailler plus fort qu'habituellement. C'est un muscle. Ce muscle-là va se fatiguer. Et une fois le muscle est fatigué, le muscle cardiaque il est fatigué, on parlera donc d'insuffisance cardiaque. Et une fois le cœur est insuffisant, c'est-à-dire la poussée de sang n'est pas suffisamment forte pour évacuer, pour vider les cavités cardiaques, le sang va s'accumuler. On remonte à ce que j'ai dit tout à l'heure, formation de caillots, des caillots qui vont se disséminer dans la grande circulation et entraîner des embolies. Il y a aussi le fait que les parois des artères, que moi je considère comme des tuyaux, regardez, quand vous avez des tuyaux d'arrosage dans votre jardin, à force de subir les intempéries, le tuyau va perdre sa souplesse. C'est exactement cette même tuyauterie qui est dans le corps humain. Lorsque nous n'entretenons pas cette tuyauterie, il va perdre sa souplesse et engendrer tout ce que nous venons de citer comme conséquence. Voilà un peu, Julien, en termes vraiment simples pour que tout le monde puisse comprendre ce que je peux dire sur l'hypertension et ses conséquences. C'était hyper intéressant, docteur. Hyper intéressant, très très clair, très, très très simple et vous avez rendu accessible à tout le monde l'explication de la problématique, ce qui est un vrai plaisir parce que c'est pas toujours le cas pour les médecins, vous le savez. Donc, merci beaucoup. Merci Merci. pour cette Merci présentation. beaucoup. On va laisser la place et on va laisser la main à Catherine qui va nous parler de l'alimentation. Donc, Catherine qui est naturopathe. Catherine, Oui, vous alors, m'entendez? très bien. Bon, parfait. Au complet. Basile parlait de la Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire qu'en France, on est aussi touché par la malbouffe, par la junk food, hein. De plus en plus, sur ces 20 dernières années, on a de plus en plus de McDo, de Burger King, etc. Et bien sûr, quand on parle d'alimentation à éviter, il faut aussi dire et tenir compte de deux paramètres, c'est-à-dire limiter la fréquence et la quantité aussi des aliments qui sont délétères. C'est ça. Parce que si on mange qu'une fois par mois, bien sûr, du McDo, c'est pas en soi dramatique, mais c'est surtout la fréquence qui compte euh, pour moi. Dans les aliments, bien sûr, il y a la charcuterie et les viandes transformées. Alors, quand on parle de viande transformée, j'ai envie de dire, ce sont des viandes plutôt agglomérées qui sont conservées par fumage, qui sont très très salées. Euh,
Je pense à la saucisse de Strasbourg, pour pas la citer, mais ça peut être le salami, ça peut être des choses comme ça. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Les aliments riches en graisses saturées, alors bien sûr, on pense à la viande rouge, on pense à l'agneau, on pense au porc. Alors le porc en soi, ça dépend des morceaux, hein. C'est plutôt le travers de porc qui va poser problème. Un filet mignon en soi n'est pas si gras que ça. Le sel, comme je disais tout à l'heure, il est omniprésent dans presque tout, y compris les viennoiseries, y compris les biscuits. L'OMS recommande de consommer moins de 5 grammes de sel par jour. On n'est pas du tout dans ces taux-là. On serait plutôt autour des 8, 9, voire 10 grammes par jour, donc ce qui est extrêmement élevé. Les nitrites, les nitrates, alors bien sûr, on en trouve, puisque ce sont des conservateurs, on en trouve beaucoup dans la charcuterie, dans les jambons sous vide, etc. Alors, non seulement ils ont un problème parce qu'ils sont cancérigènes, maintenant on le sait, ils se transforment en nitrosamine et ça, c'est très embêtant pour nos intestins, mais également ils ont un impact sur les vaisseaux, sur l'inflammation des vaisseaux, entre autres. Euh, les produits industriels ultra transformés, je pense aussi à tout ce qui est cordon bleu, nuggets de poulet, donc tous ces produits qui plaisent beaucoup aussi aux enfants. Parce ils sont pratiques, parce qu'ils sont bons. Mais par contre, il y a énormément de graisses saturées dans ces produits-là et de viande transformée. Bien sûr, la friture. Alors les fritures, là aussi, bah, c'est une question de quantité, c'est une question de fréquence. Ce n'est pas une portion de frites une fois tous les 15 jours ou tous les mois qui va poser problème. Il faut voir aussi avec quoi elle est consommée, la friture. Les huiles riches en oméga 6. Les huiles riches en oméga 6, ça concerne l'huile de tournesol, ça concerne l'huile de maïs, l'huile de pépin de raisin, l'huile d'arachide. Alors en soi, ces huiles, ce sont des acides gras polyinsaturés. Donc elles sont pas si mauvaises que ça, on en a quand même un petit peu besoin. En revanche, si elles sont consommées en grosse quantité, oui, elles posent problème. Elles posent problème parce qu'elles vont, là, elles aussi, aboutir à de l'inflammation et donc des problèmes cardiovasculaires et des problèmes de plaques d'athérome, etc. Euh, les boissons sucrées. Alors les boissons sucrées, ça c'est un gros fléau. Les jus de fruits, les sodas sont extrêmement consommés. Euh, Surtout que lorsqu'elles sont consommées en excès, alors elles vont poser problème bien sûr par rapport à la glycémie, par rapport au problème de diabète. Là aussi qui explose depuis quelques années, mais aussi parce que ben, il faut savoir que le sucre, il va ben, se transformer en acide gras. Et au niveau du foie, donc on va se retrouver avec des triglycérides dans le sang en excès. Et donc c'est évidemment problématique pour nos vaisseaux, puisque ça va concourir à la formation de plaques d'athérome. Et l'alcool, ben, l'alcool bien sûr. Alors l'alcool annexé bien sûr aussi. Un verre de vin rouge par jour me paraît pas, ne paraît pas embêtant. Par contre, l'alcool annexé, oui, bien sûr. Euh, il est beaucoup impliqué dans les accidents, dans les AVC, dans la tension, dans la pression artérielle. Euh, et j'aurais bien rajouté peut-être aussi oui, ce que disait Basile. Il parlait du tabac, je crois, du tabagisme, hein. Alors, c'est pas un aliment, bien sûr, mais je pense que le tabac est un facteur aggravant dans toute cette malbouffe. Et on parlait des femmes, justement, il y a beaucoup de femmes qui consomment du tabac, qui fument, et qui sont effectivement impactées par des problèmes d'infarctus et d'AVC de plus en plus. Je pense que, enfin, moi, je suis pas médecin, mais j'ai l'impression qu'il y a effectivement une fréquence importante de femmes touchées, de femmes fumeuses qui sont touchées par les problèmes cardiovasculaires. Voilà ce que je voulais dire. Et quand on parle de boissons sucrées, on pourrait aussi rajouter tous les sucres cachés, c'est-à-dire
Bah, tous les pains blancs, les pains de mie, toutes les céréales raffinées, voilà, qui sont aussi des sources de sucre. Là aussi, qui sont consommées souvent en excès et qui peuvent aussi avoir un impact, bien sûr, sur les problèmes cardiovasculaires. L'alimentation à privilégier. Alors là, on a quand même du choix. Bien sûr, des fruits et légumes. Alors frais, mais je dirais que même s'ils sont surgelés, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, les couleurs, c'est important. Donc c'est vrai que les fruits rouges sont extrêmement intéressants, très riches en polyphénols. Les polyphénols, ce sont des antioxydants très puissants. Euh, je dirais aussi, bon, bien sûr, tous les légumes verts, les haricots verts, les épinards, le brocoli, le poivron vert. Dans les agrumes aussi, l'orange est intéressante. Les poissons gras, alors bien sûr, les poissons gras de qualité. J'ai un petit fait pour la sardine et le maquereau, mais on peut rajouter l'anchois, on peut rajouter le hareng, on peut rajouter le bon saumon. Alors le bon saumon, je ne sais pas trop s'il y en a encore, mais ça devrait. La truite fumée, pourquoi pas? Je crois que ce sont les aliments les plus riches en oméga 3 et les oméga 3 ont un effet remarquable et extrêmement protecteur. Donc ça, c'est vraiment l'aliment qu'il faut privilégier. Les céréales complètes. Alors bien sûr, les céréales complètes, déjà, elles apportent des fibres, hein. Donc ça, c'est intéressant. Dans les céréales complètes, bon, on peut penser bien sûr au riz complet, semi-complet, le pain au levain, bien sûr. L'intérêt du pain au levain qui apporte à la fois des fibres, mais qui également est bien mieux, je dirais, digérable par notre muqueuse intestinale. Tous les oléagineux, en particulier les noix qui sont des fruits à coque remarquables, hein. Il faudrait en manger 3 à 5 par jour pour apporter, je dirais, des oméga 3 et pas que. Mais il y a des oméga 3 dans les noix. Les noisettes, les amandes, bien sûr. On pourrait rajouter aussi, entre guillemets, le cacao, j'ai envie de dire. Pas le chocolat au lait, hein, le cacao. Pourquoi le cacao? Parce qu'il contient aussi beaucoup de polyphénol. On n'en parle pas beaucoup. Alors, bien sûr, du chocolat noir à 80-90%, hein. Il y a des études qui ont été faites en 2012 ou 2010, je ne sais plus. Et il aurait un effet intéressant sur la tension artérielle, sur la pression artérielle. Il y aurait des effets hypotenseurs avec le cacao. Donc, 2-3 carrés par jour, ça pose pas de problème, à mon avis. Et bien sûr, après, dans les huiles végétales, bien sûr, l'huile d'olive qui est l'huile maîtresse, qu'on retrouve ici dans le sud de la France, hein, ça fait partie de l'huile la plus utilisée. Et toutes les huiles riches en oméga 3, encore une fois, ben, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline, hein, l'huile de chanvre, pourquoi pas. On pourrait rajouter les avocats aussi. Bonne source d'oméga 9, d'oméga 3. Faut savoir que les oméga 9, en fait, c'est tout simplement un acide gras monoinsaturé qu'on retrouve dans l'huile d'olive. Voilà, c'est de l'acide oléique. Et pour terminer, j'ai envie de rajouter aussi, alors il y a les légumineuses, je les avais oubliées, bien sûr, parce que ce sont enfin, des protéines végétales, donc qui, bien sûr, peuvent tout à fait remplacer un plat de viande, qui n'apportent pas des acides gras saturés, qui apportent des fibres. Là, on a du choix. Et on a bien sûr aussi tout ce qui est l'ail, qui est un réel hypotenseur. Donc la cuisine méditerranéenne, pour le coup, elle est intéressante. Les épices, les herbes, hein, qui peuvent tout à fait remplacer le sel. On peut tout à fait faire des plats sans sel et rajouter du paprika, du gingembre, des herbes fraîches. C'est tout aussi bon. Et le thé vert, alors je le rajoute aussi parce que lui aussi, il a un impact assez positif sur la pression artérielle. Alors bien sûr, faut pas boire 2 litres par jour, hein, mais là aussi, il y a des études intéressantes
qui peuvent voilà, le mettre en avant et l'introduire dans l'alimentation. Si on est par exemple très buveur de café, ben, ça serait bien voilà, de se tourner peut-être vers le thé vert, qui est un véritable antioxydant aussi, très protecteur. Je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour, bravo. Merci pour toutes ces précisions. C'était encore, voilà, encore des informations complémentaires toujours très, très intéressantes. On a sur le fil de discussion, on a Esperanza qui nous parle aussi de l'importance du potassium, et ça, effectivement, on le trouve dans de nombreux aliments cités. C'est important. Et puis Jean-Charles qui nous parle du cacao cru. Alors, le cacao cru, moi, j'ai pas spécialement goûté, mais j'aime bien le cacao qui a séché, du 100% cacao. Et j'ai le plaisir d'aller régulièrement dans les Caraïbes et de ramener du cacao pur en paquet d'1 kilo. Et c'est fort, c'est amer, mais c'est très très bon. Et si on y rajoute du sucre, ça fait du chocolat. Et donc là, ça, faut l'éviter. Voilà, ça, c'était les petits compléments par rapport au fil de discussion en parallèle. Concernant les solutions, alors on en a quelques-unes, hein, améliorer effectivement l'alimentation, améliorer son mode de vie, ses consommations, ainsi de suite, mais on va les réécrire ici. Donc on a sur la partie, on va dire, hygiène de vie, donc faire une activité physique régulière. Alors on parle de 30 minutes par jour, c'est une moyenne, il y en a qui vont avoir besoin de plus, d'autres besoin de moins. Ça dépend du type de morphotype que nous allons avoir. La gestion du stress, ça c'est bon pour tout le monde, un petit outil pratique qu'on a découvert hier en préparation mentale avec Julien, qu'on a bien adoré, c'était le système des feux tricolores. Vous voyez le feu vert, le feu orange et le feu rouge. Le feu rouge, bah, c'est quand on est bien excité, bien énervé. On se met dans le cerceau vert et on se dit, OK, je dois redescendre. Donc, il y a une petite solution qui est de sauter tout en douceur, en bougeant tout doucement, comme si on dansait. Le cerceau orange, donc ça, c'est quand on est un peu entre deux. On ne sait pas trop où on va. Donc là, bah, on va juste sautiller sur place pour se recentrer et se reconcentrer. Et puis le cerceau vert, alors ça, c'est quand on est en pleine forme et que on est stable et qu'on est posé. Là, on peut aller sur ce cerceau-là et se dire, OK, je suis détendu. Voilà. Et si j'ai besoin d'un petit coup de speed, eh ben, je vais passer hop, sur le rouge et bouger plus vite. Si j'ai besoin juste de monter un tout petit peu en énergie, je vais passer dans le cerceau orange et redynamiser un peu mon activité physique. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. Donc, gestion du stress, gestion de sa concentration. Bah, tout ça, ça amène au travail sur la respiration également, hein, bien sûr. Et puis l'éducation et la sensibilisation à tous ces principes d'hygiène de vie qui sont importants dans notre quotidien. Alors, si on ajoute beaucoup d'éléments comme lire 10 minutes par jour ou lire 20 minutes, faire 20 minutes de méditation, aller marcher une demi-heure et prendre 10 minutes pour manger correctement, quand on cumule tout, on se demande quand est-ce qu'on va travailler. Mais c'est faisable. On peut faire plusieurs choses en même temps, donc tout est faisable. Ensuite, sur la partie contrôles médicaux, c'est important sur l'aspect des cardiopathies. Donc, c'est d'avoir des suivis réguliers, déjà, et puis aussi des dépistages précoces, effectivement, au travers des prises de sang qu'on peut faire. On peut avoir beaucoup d'informations grâce aux prises de sang qui nous sont données. Les traitements, parce que quand il y a une cardiopathie, il peut y avoir des traitements, donc bien sûr les traitements médicamenteux et puis aussi les accompagnements nutritionnels et sportifs, ça peut fortement aider. Au-delà des traitements médicamenteux, on peut également avoir bien sûr l'aspect, on va dire, chirurgical, avec des opérations qui vont nous aider à mieux contrôler certains systèmes et certaines cardiopathies. Je pense par exemple à l'application des stents, qui est qui est une opération devenue courante aujourd'hui. Donc, voilà un élément. Ensuite, la complémentation efficace, parce que ben, notre alimentation, comme l'a dit Catherine, elle n'est pas complète aujourd'hui. Et donc, on a besoin d'éléments pour subvenir à nos besoins et nos vrais besoins. Et alors, on va parler d'eau. L'eau filtrée, ça va parler, je pense, aux personnes qui nous rejoignent et qui sont d'Afrique. C'est une problématique, mais c'est pas une problématique qu'en Afrique, hein, c'est dans beaucoup de pays. En Asie, il y en a beaucoup.
Je reviens de Guadeloupe, c'est une catastrophe là-bas, hein. J'en étais sur une ville. Il y avait des quartiers de la ville qui avaient de l'eau en fonction des jours. Donc il y a des jours où on n'avait pas d'eau. Et puis des fois, l'eau qui sort du robinet, elle n'est pas forcément bien claire. Donc moi, je suis parti avec ma carafe filtrante. Comme ça, j'étais sûr de mon coup pour éviter de consommer trop de plastique là-bas. Et puis voilà, on va parler de phycocyanine. Julien va nous en parler, d'oméga 3 également, des acides aminés, des micronutriments, des fibres, des oligo-éléments, des pré et probiotiques. Voilà, tout ça, ça va être hyper intéressant parce que l'alimentation d'aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir suffisamment de bons éléments. Et donc, heureusement, il existe des solutions. Manger bien, bio et naturel, c'est plutôt bon. Et non transformé, surtout non transformé, c'est plutôt positif. Mais maintenant, je laisse la parole à Julien qui va nous parler justement de ces différents outils que propose la marque Zinzino et qui sont de très très bons compléments, d'accord, à notre alimentation. Enchanté, bonsoir à tous. Merci docteur Enzoué, merci docteur Soulier, qui est notre naturopathe et qui nous aide bien dans ces informations, et toi Geoffroy. Mais c'est vrai que là, tout ce que tu as dit, docteur Enzoué, et pareil Catherine, c'est vrai que l'alimentation, on n'a plus la capacité dans l'alimentation actuelle d'apporter ce qu'on a besoin à notre organisme. Il l'a très bien expliqué avec l'effet du tuyau. Moi, en tant que père professionnel du bâtiment, ça me parle. Mais on vieillit et nos tuyaux ont pas cette, enfin, avec le temps se désagrègent. Et si on ne donne pas ce qu'il faut, ça devient de plus en plus compliqué. Et elle a parlé donc tu as parlé d'eau alcaline, enfin d'eau filtrée. Il faut maintenant en France, en Europe, dans le monde entier, travailler sur la filtration. En Afrique, je sais qu'il y a il y a comment Jean-Charles sur le Zoom, il en est largement conscient. Il a fait les études avec Ben Vennis, enfin, il a bien suivi beaucoup d'études là-dessus. Mais l'eau, c'est fondamental, c'est notre vie. Alors cette carafe, c'est un système simple, basique, qui filtre. On va pas en rester honnête, pas tout. Ça retient pas mal de choses, mais ça reste un filtre à charbon. Mais elle a des gros avantages, c'est qu'elle va alcaliniser, elle va rendre l'eau alcaline et avoir un potentiel ionisé. Donc elle va être à moins de 100 millivolts, je l'ai encore mesuré aujourd'hui. Ça parle peut-être pas à tout le monde, mais moins de 100 millivolts, l'avantage c'est que ça va mieux pénétrer la membrane cellulaire. Et alcaline, l'eau est pas acide. L'eau du robinet est à peu près neutre, à 7, pH 7, potentiel d'hydrogène de 7. En dessous, c'est acide. Au-dessus, c'est alcalin et c'est meilleur pour notre organisme. Les oméga 3, elle en a très bien parlé Catherine. Les vitamines D3 et les polyphénols. Alors, je sais que j'ai vu qu'il y avait notre grand professeur Pierre Buisse sur le Zoom. Mais les oméga 3, c'est fondamental. On en a besoin, le cœur en a besoin, les vaisseaux en ont besoin, nos cellules en ont besoin, de silice organique aussi. J'en parlais avec Brigitte Prévoto, une cadre de santé aujourd'hui. Mais les omégas, ça fait partie de notre corps. C'est un peu comme si on mettait une partie d'essence et une partie d'eau dans notre voiture. Bon, à un moment, la voiture va pas très loin. Et ben c'est ce qui se passe. Donc on manque de PA, on manque des DHA, et du coup ça engendre des difficultés aussi. Et ça sur du long terme. Donc nos enfants n'en ont pas. Après ils grandissent, comme ils n'ont pas l'habitude d'en prendre, ben ça devient voilà une habitude. Et c'est ancré. Nos grands-parents utilisaient l'huile de foie de morue. Maintenant on n'en utilise plus du tout. Bon, l'huile de foie de morue, j'irai peut-être pas trop à chercher. La vitamine D3, Pierre pourra très bien en parler, mais et les polyphénols, c'est pas les polyphénols qu'on retrouve dans l'huile d'olive. Et pareil, c'est un antioxydant, un protecteur. Pourquoi ils ont couplé les trois? C'est qu'il y a une action, une synergie. La polyphénol va mieux conserver les omégas. Alors la phycocyanine, la petite boîte bleue qui est au milieu, est intéressante et très très importante parce qu'elle est antioxydant. C'est d'un des pigments de la spiruline. La spiruline est magique aussi. C'est un nutriment complet, un aliment complet. On parle pas de complément là sur la spiruline, mais vraiment d'un aliment. Et la phycocyanine est un extrait, est un des pigments. Et l'avantage de ce pigment, c'est que ça va oxygéner le sang. Ça va apporter d'oxygène. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits sportifs derrière le slide. C'est l'effet EPO, le connaissent très bien. Donc une meilleure récupération, une meilleure gestion et surtout une meilleure oxygénation. L'oxygène, c'est la vie. Et si on en manque, nos cellules vont être désagrégées, les poumons, enfin bref, ça va engendrer aussi encore des gènes. Le curcuma,
le curcuma, la curcumine plus particulièrement, hein, qui est un des pigments, un des éléments de cette racine. Là, on a dans la boîte rouge à droite, on a tout le totem de ces fameuses racines. Et la curcumine, c'est un fluidifiant naturel, un anti-inflammatoire puissant, mais aussi un fluidifiant. Donc ça va pareil améliorer cet état général. Et bien sûr, la spiruline, notre chef d'orchestre à tous, c'est un nutriment complet, totalement complet avec des acides aminés, des fibres, des oligoéléments, la phycocyanine à 17% dedans. Mais l'avoir extraite, c'est pertinent. Pourquoi? Pourquoi ces petites images sont là? C'est que c'est la qualité. En fait, c'est des compléments totalement purs et de très haute qualité. La spiruline, qu'on va voir derrière d'ailleurs, je crois. Ah non, c'est les témoignages. Mais elle est cultivée en vase clos. Donc on va la voir sur un slide de plus loin. Elle est cultivée vraiment, faut imaginer comme un aquarium. Et là, on a aucun entrant pathogène. Donc c'est là qu'on est garant de la qualité de ces eaux, de cette spiruline. Donc voilà un petit peu pour amener sur ce qu'elle a dit Catherine, sur ce qu'il faut alimenter, ce qu'il faut manger, les blés, les céréales, certaines huiles. Après, on est obligé de s'apporter des choses en plus parce qu'on sait très bien, d'ailleurs, je vais vous montrer un outil tout à l'heure pour contrôler tout ça, mais on sait très bien qu'on a des carences et on le voit même au visage des gens. Donc là, il y a des témoignages. J'en ai une personnellement qui va pouvoir intervenir, mais je voulais commencer par un témoignage que je connais personnellement, et David Desrock. C'est une personne qui jouait au handball, qui joue toujours d'ailleurs au handball, qui m'avait rencontré en 2018. On jouait ensemble. Il est pivot, donc ça parle peut-être pas à tout le monde le pivot, la place, le positionnement du joueur. Mais il m'avait appelé en décembre 2018 en me disant ouais Julien, est-ce que tu crois je dois monter à Montpellier en urgence on m'appelle pour une greffe cardiaque. Donc là je vais laisser son témoignage, mais et là, j'aurais carrément dit à mes deux collègues qui montaient à Montpellier, non, enfin, moi je connaissais tout juste, je dis c'est pas possible. Et il va expliquer un petit peu son retour, son témoignage par lui-même, par la vidéo. Si j'arrive à la faire passer. J'ai toujours fait du sport. Je sais pas si vous l'entendez bien. J'ai fait du handball, il y a quelques visages que je connais par rapport à ça. Il s'avère que l'année dernière, en janvier 2019, quelque chose de basique m'est arrivé, je toussais. Suite à une toux persistante, j'ai fait comme tout le monde, j'ai été voir mon médecin. Mon médecin m'a dit d'aller consulter un pneumologue parce que c'était une toux qui n'était pas normale. Et de là, le pneumologue m'a dit je ne comprends pas votre toux, allez voir directement un cardiologue. Et là, je peux vous assurer que quelque chose m'est tombé dessus, c'est que en allant très bien, on m'a appris que mon cœur était à 10% de fraction d'éjection. En gros, j'avais mon ventricule gauche qui ne fonctionnait plus du tout. La seule chose qu'on m'a dit, c'est qu'on arrête tout et on va commencer à parler de greffe de cœur. Suite à ça, on a discuté un peu avec ma femme qui m'a accompagné aujourd'hui, et surtout Denis et Julien, qui eux sont distributeurs depuis un peu plus longtemps. Avec l'accord de mon médecin, on a essayé un traitement avant la chirurgie. Le traitement a été plus ou moins efficace, mais grâce aux produits que j'ai utilisés, donc au départ l'eau et le krill dans un premier temps, ça m'a permis d'avoir une bonne évolution. Tout cela couplé avec l'exotique, ça m'a permis vraiment d'avoir une évolution plus que honorable, puisque les médecins eux-mêmes ont été surpris de ce qui se passait. Il y a 6 mois de ça, c'est-à-dire au mois d'avril, que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai mon chirurgien qui m'a demandé de filmer mon échographie parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. J'avais récupéré plus de 10%, j'étais passé à 55% de la fraction d'éjection. Pour moi, ça a été quelque chose de formidable. Et du coup, je me voyais naturellement rentrer dans l'entreprise parce que je me disais, si moi j'ai réussi à en bénéficier, pourquoi pas partager avec tous mes proches et mes amis
ce genre de choses. Et voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi qui a été plus que bénéfique. Et je suis là, je peux le dire aujourd'hui, grâce à tout ça. Merci beaucoup, David. Donc, il a parlé effectivement de Natura. En fait, c'est les anciens noms de la phycocyanine. Et le krill, c'est l'ancien nom aussi des oméga, bien sûr. Le krill, c'est des oméga 3. Donc, et l'eau, bon, l'eau, je vous l'ai expliqué. Mais ça m'a conforté dans l'explication. Ah mince, oh, c'est pas vrai J'ai ça. toujours fait du sport dans ma vie. Ah. Toujours... Et celui-ci, c'est sur Bonjour. Je l'hémochromatose. m'appelle Bernard, j'ai 62 ans. Il y a 1 an et demi, on a découvert une hémochromatose de type 1, c'est-à-dire un excès de fer dans le sang. Et mon taux à l'époque était de 650 microgrammes par litre, alors que la limite haute de référence est de 400 microgrammes par litre. J'ai dû donc faire 4 saignées en 2 mois pour abaisser ce taux de ferritine à 350, ce qui donc représente la moitié du taux initial. Depuis cette date, j'ai consommé Natura Blue à la dose prescrite d'entretien, c'est-à-dire 2 bouchons par jour. Et depuis 8 mois, donc, ce taux de ferritine s'est stabilisé entre 150 et 250 microgrammes par litre, soit la moitié de la limite haute de référence. Et cela sans que j'ai eu besoin de modifier ni mon hygiène de vie, ni mon alimentation. Alors je dis merci Natura Blue. Donc voilà un petit peu un autre témoignage que je trouvais ça intéressant, les macromatoses, qui touchent beaucoup de monde aussi. 2 autres avant celui de Florence. Là, c'est Dr Enzoué. Si Dr Enzoué était encore... Oui, t'es là. Donc ça, c'est particulier, c'est toi. Oui. Si tu peux nous juste rapidement sur ces 2 images. OK, les chiffres en haut, c'est moi. Je suis hypertendu connu depuis près de 5 ans et je suis sous triplyxane 10-10. Et même sous triplyxane 10-10, voilà ma tension quand elle est basse. 16,9 de tension. Sous triplyxane 10-10. OK. Donc, en tant que médecin, je sais, les chiffres sont très hauts. Et puis, je croise le chemin de Jean-Charles et de M. Brou en mai 2024. Je fais mon test de Zenzino, mon test balance, qui me met à 6,1 oméga 6 pour 1 oméga 3. Puis, je commence l'huile balance. 2 semaines après, je fais le trio huile balance, Zenzino, Zinobiotique et le Eastern. Et à 3 mois, le triplyxam 10-10 me donnait des hypotensions. Donc, je passais à 9 carrément de tension. Un produit qui ne marchait pas. 3 mois après la prise des produits de Zenzino, je passe en hypotension et en accord avec mon cardiologue, nous avons trouvé la formule de repasser au triplyxam 5-5. Aujourd'hui, je suis à la moitié du comprimé par jour, donc mai 2024, mai 2025, voilà ma tension, je peux dire 12,8, donc 118 sur 83. Tous les signes sont au vert. Voilà comment je me débarrasse de mon hypertension, je peux dire en quelques mois. Je t'en remercie, Dr Enzoué Basile. Florence, alors toi, c'était particulier, c'est pareil, Dr Enzoué, tu as parlé d'AVC, elle va parler de son histoire, qui touche aussi plusieurs personnes, et peut-être même de plus en plus, comme tu disais, Catherine. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Tout va Oui, bien?
Oui, très bien. Voilà, donc Florence, Charlier-Benz, je suis dans la région de Haute-Savoie. J'ai 62 ans, trois quarts. Et, pour le coup, moi, je n'avais ni hypertension, ni cholestérol, ni mauvais cholestérol, ni plaque d'athérome, une hygiène de vie, je pense, excellente tout au long des années, parce qu'une prise de conscience très, très jeune, en fait, de l'importance de prendre soin de soi. Et donc, évidemment, pas de plaque d'athérome, pas d'hypertension, parce que quand je suis à 11,7, je suis bien. Et en 2007, je tombe dans la rue, enfin dans un trou de travaux, et je fais ce qu'on ne voit pas tout de suite, une très grosse entorse cervicale qui engendre pile 3 mois après, enfin qui a engendré, mais les conséquences ne sont arrivées que 3 mois après, une dissection de l'artère. Et dans ces cas-là, évidemment, le sang afflue pour essayer de colmater la brèche, et je fais un premier AVC ischémique transitoire pile 3 mois après ma chute, et j'en fais un deuxième à peu près 2 ans plus tard, puisque j'ai eu la grande bêtise de vouloir retourner au ski, alors que, évidemment, avec une dissection de l'artère, c'est vraiment quelque chose qu'il vaut mieux oublier, éviter. Et je finis pas d'ailleurs ma troisième descente, et AVC ischémique transitoire. À l'époque, 2007-2010, j'avais entre 45 et 47 ans. Et à ce moment-là, c'est un peu d'abord la vie qui bascule, parce que même si c'est ce qu'on appelle du handicap invisible, euh, c'est une énorme fatigabilité. C'est comme si on vous enlevait une prise, en fait, hein. Et puis des troubles de la mémoire immédiate, pardon, de la concentration, de la coordination. Un petit exemple, nous sommes en maison, et pour aller à la cave chercher quelque chose, et je me promenais avec mon paquet de post-it pour ne pas oublier ce que j'étais allée chercher. Et évidemment, de gros soucis aussi pour mon travail. Je travaillais 2 heures, j'étais obligée d'aller me coucher, donc c'était compliqué. Et également pour continuer à travailler sur l'ordinateur, parce qu'à l'époque, je travaillais dans la finance. Et je me suis traînée comme ça pendant quelques années. Pour autant, mon médecin traitant, qui était homéopathe, faisait tout ce qu'il pouvait pour m'aider, parce que j'avais vraiment l'objectif de me remettre en santé, contrairement d'ailleurs à l'avis de mon neurologue de Lyon, qui me disait que de toute façon, les micro-lésions cérébrales, elles étaient là et qu'il fallait vivre avec. Et puis en 2015, quelqu'un qui d'ailleurs, je crois, est sur ce Zoom ce soir, Oui. a eu la très bonne idée de me parler de ce concept de santé cellulaire. C'était d'ailleurs un 15 juin, parce que j'ai bientôt fêté mes 10 ans. Et je lui ai fait confiance. Il m'a parlé de phycocyanine, d'oméga 3, de l'eau évidemment filtrée. Et j'ai immédiatement commencé, et je dois dire que les résultats, il n'y a rien de miraculeux. Pour autant, au bout de quelques semaines, j'étais en capacité de gérer quasiment des journées complètes. Je ne me promenais plus avec mon paquet de post-it, et petit à petit, la vie est redevenue normale. Ce qui m'a évidemment fortement portée à décider de travailler avec cette compagnie, de changer complètement de vie professionnelle. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, j'ai refait un test qu'on appelle neuropsy dans un hôpital. Et force a été de constater que tout ce qui était mémoire immédiate, concentration, coordination, y compris la fatigabilité, et puis il y a les années qui se rajoutent en plus, évidemment. Donc moi, j'ai vraiment consommé au départ l'eau, la phycocyanine et les oméga 3 qui à l'époque étaient le krill. Et évidemment, depuis, j'ai rajouté le totum de curcumine, le gold. Et depuis
Zinzino depuis 1 an, c'est l'huile de balance, c'est la phycocyanine toujours le Gold également. Et j'ai arrêté il y a 5 ans la supplémentation en cardégique. Il y a 5 ans, puisque quand on m'a refait une échographie, un écho-Doppler, pardon, de l'artère, celle-ci est complètement régénérée, totalement. Voilà. Donc ça a changé ma vie et c'est pour ça que bah, ça me fait plaisir d'en parler et de le partager aujourd'hui et depuis 10 ans. Je te remercie beaucoup, Florence, parce qu'il y en a beaucoup dans ton cas. J'écoutais hier soir une émission sur je sais plus quelle chaîne des sportifs de haut niveau, pareil, des rugbyman qui prennent des commotions cérébrales ou des boxeurs ou des footballeurs. Ça aidera et ça aide énormément de monde, mais faut le partager, faut communiquer, faut informer. Mais tout le monde n'a pas la connaissance de Catherine ou de Pierre ou même de Torrens-Way, donc il y a du travail effectivement. Donc c'est vrai que ce genre Ce qui est important, conférence, c'est d'informer, en c'est fait. ça. C'est d'informer, de faire savoir. Voilà. Merci de votre écoute. Merci bien, Florence. Et justement, tu parlais de rigueur. Enfin, là, on va vous donner une information nécessaire qui touche clairement la cardiopathie, les problèmes cardiovasculaires. Il y a un outil facile qui peut démontrer si vous allez vers ces problématiques-là ou pas. Et c'est simple et c'est à faire à domicile. Et ça coûte pas grand-chose. Donc la rigueur, déjà, l'image qui est ici en bas à droite, je vais revenir là-dessus, c'est sur la spiruline. La fabrication de la spiruline, elle est faite dans ces aquariums-là. On appelle ça des photobioréacteurs pour être plus technique. Et c'est en ça qu'il y a une qualité nutritionnelle importante, qu'il y a pas de polluant possible, il n'y a pas d'entrant pathogène. Et l'autre, ici, le laboratoire, c'est un laboratoire indépendant qui va analyser le sang des gens. Et c'est ça, cette information-là que je vais vous donner, elle est là. Donc là, on peut déceler, on peut mesurer, on peut évaluer où va la personne. Donc là, je me mets en avant, c'est mon test à moi. Et pourtant, je prenais des oméga 3 à l'époque. Donc ça, ce test qui est en bas, là en rouge, c'est le mien. Il y a des chiffres, 1 et 16. 16, c'est la quantité d'oméga 6 dans mon sang analysée par chromatographie. Donc c'est sur une durée de 3-4 mois. Donc c'est pas un instant T. Et 1, c'est le chiffre de la quantité d'oméga 3 que j'ai dans mon sang. Donc j'avais un oméga 3 pour 16 oméga 6. Il faut absolument avoir un équilibre. Un oméga 3 pour 3 oméga 6, approximativement. Et là, on est bien. Donc en indice de protection, j'étais à 0. Clairement, toute maladie pouvait passer. Et ici, il y a un indice aussi majeur qui est en rouge. J'avais aussi un oméga 3 pour 9 oméga 6. Et donc une membrane, ce qu'il expliquait Dr. Hensway, une fluidité membranaire beaucoup trop dure, beaucoup trop dense. Donc les nutriments ne rentraient pas, ou difficilement. Le ratio idéal, c'est 1,4. Donc un oméga 3, 4 oméga 6. Ces analyses-là, je sais qu'il y a Emmanuel Tellisma qui travaille aussi dans le génie thermique. On évalue souvent les piscines, nos taux de piscine. Moi, je le fais pour ma piscine à Perpignan, mais on le fait jamais pour notre corps. Là, on a la capacité d'évaluer si on est en protection totale ou pas, si on a une fluidité de la membrane ou pas, la force mentale qu'on a à l'heure actuelle, ce que parlait Florence. Et l'avantage, donc ce test sanguin, c'est facile à faire. Donc on a une image avant. Donc moi, c'était le test numéro 1 en juin. Et ça, c'est le test numéro 2 que j'ai fait personnellement en novembre, octobre, ouais, fin octobre, je crois. Fin octobre, donc on va dire 4 mois après. Avoir juste pris de l'huile, chargée en oméga 3, polyphénol et vitamine D. Eh ben, je suis passé en indice à 1 oméga 3 à 2,6 oméga 6. Donc là, je suis dans le ratio idéal. En indice de protection, 91. Donc là, je suis totalement protégé. Donc, j'ai plus aucune attaque bactérienne ou virale dans mes cellules. Et ce qui est intéressant, c'est que là, au niveau fluidité membranaire, je suis venu dans l'équilibre total, ou presque total. Si je devais refaire le test, là, on est en novembre, on est en mai. J'ai encore du mois par rapport à novembre. J'ai continué, bien sûr. Je lâche pas l'oméga 3 parce que quand j'ai vu ces résultats-là, tu te dis, si j'arrête, je vais revenir là? Bah oui, automatiquement, comme l'alimentation. Et j'ai fait gaffe j'ai pas trop modifié mon alimentation entre les deux. Donc voilà un petit peu, comment ils font ça? En fait, ils analysent 11 acides gras, les oméga 9 que parlait Catherine Soulier sur la masse sur les avocats, donc les oméga 9, les graisses saturées, les oméga 6, donc il y a les 11 acides gras évalués, et ils te donnent le taux. Donc ça, c'est mon premier test, moins 76%.
de PA. Ça vous tarde peut-être pas, mais c'est ça qui nous permet de... Et 4 mois plus tard, je reviens à total équilibre, à zéro. Je dois être dans une fourchette à 0% à peu près. Voilà un petit peu ce que je voulais vous informer sur les bels outils qui nous permettent de pouvoir démontrer ou amener une image sur la personne. Je sais qu'il y a Pierre Buis qui est sur la conférence. Ah oui, il lève la main. Bonsoir Pierre. Je pense que tu avais des informations supplémentaires à amener. Oui, écoute, je prends le Zoom en cours et j'ai plusieurs remarques. La première, c'est concernant ce qu'a dit Geoffroy, concernant la cardio. Et alors, il y a un élément qui est hyper important à comprendre, c'est qu'il y a deux mécanismes indépendants de notre volonté, le système sympathique et parasympathique, que normalement c'est autonome. Mais la seule et unique méthode pour le contrôler ou au moins avoir une influence, il y a une méthode qui est hyper simple, qui est gratuite, et c'est la cohérence cardiaque. Alors bon, c'est pas un gros mot, hein. Il s'agit simplement de prendre quelques respirations profondes pour améliorer l'efficacité du parasympathique. En gros, le sympathique, c'est l'accélérateur et le parasympathique, c'est le frein. Et c'est un juste équilibre qui fait que bon, ben, on est moins stressé. Et c'est la seule et unique méthode pour influencer un système qui est autonome normalement. Et c'est très simple. On peut le faire quand on conduit, quand on est dans un bouchon, quand on fait la queue à la sécurité sociale ou autre. Hein. C'est hyper simple. Voilà, première remarque. Et ça, c'est en amont, bien sûr, de n'importe quelle molécule. Hein, voilà. Ensuite, concernant le docteur Enzieux, concernant la tension artérielle, je voudrais lui rappeler que la vitamine D3, en fait, qui n'est pas une vitamine, c'est une hormone, hein, la vitamine D3 et la phycocyanine ont une action sur un système qui s'appelle le SRA, système rénine-angiotensine au niveau des reins. Donc rénine et angiotensine, des hormones, hein, qui vont réguler la tension artérielle. Et donc, avec ces molécules-là, bon, on a moins besoin d'antihypertenseurs et autres. Voilà. Voilà ce que je voulais noter. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup pour ces compléments, toujours des apports hyper intéressants. Exactement. Ce soir, on est gâtés. C'est clair, on a des bons professionnels et des bons Ouais. et des bons intervenants. Est-ce que certaines personnes auraient des questions à poser alors à Pierre ou à Dr Enzoé, à Catherine, à, à Julien ou moi, peu importe. Est-ce que, euh, est-ce que certaines personnes veulent lever la main? Non, pas de questions. C'est-à-dire que tout était super clair alors. C'est génial. Younes, non. Je sais que Younes, il m'avait parlé de son papa qui avait un problème. Je sais plus. Mais c'est vrai que ça touchait beaucoup de monde. Hein. Et là, tu me parlais, Catherine, t'as soulevé une information qu'il y a beaucoup de femmes qui fumaient. Moi, au collège où je suis, bon, c'est vrai qu'il y a une majorité de femmes, et encore. Mais que des femmes ne fument.
Il n'y a aucun homme dehors, il y a un endroit pour fumer là, et il n'y a que des femmes. C'est ouf, c'est fou, je ne comprends pas. Ils en ont plus besoin. Alors est-ce que les hommes ont pris conscience ou ils sont je sais pas. Donc oui, je peux le constater moi à mon niveau collégien, au collège. Et donc je sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, Eh ben, et que c'est parfait pour nous. Je vais couper déjà l'enregistrement.